Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour la partie 4 sur les trois humanités, la partie discussion. Il est évidemment hautement recommandé d'avoir d'abord visualisé les parties 1, 2 et 3 sur chacune des trois humanités qui peuplent ce terrarium. Ce sujet-là recouvre en fait la question de l'ADN, qui est un sujet vraiment épineux et complexe. Je prétends pas avoir démêlé tous les fils. Là, c'est vraiment les premières grandes lignes que je trace de la compréhension que j'ai des choses. Donc il va y avoir 4 parties. La première partie sera consacrée à vous expliquer pourquoi je pense que une typologie à 3 types d'humanité me semble plus pertinente que celle à 2 humanités qui nous est proposée la plupart du temps. Deuxième partie sur la question des lignées, des généalogies. Troisième partie sur la question des mutations en fait. Est-ce qu'on est coincé dans une catégorie de notre naissance jusqu'à notre mort, hein, et une quatrième partie où j'explore les dangers que je vois à rester sur une typologie à 2 humanités. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par résumer les trois humanités en d'autres termes que ceux que j'ai utilisés dans les 3 vidéos précédentes. Bon, l'humanité pneumatique, donc spirituelle, dispose d'un libre arbitre souverain. Pour peu que la personne commence à se réveiller un peu, elle peut réaccéder à un libre arbitre souverain par rapport à tout ce qui se passe dans ce jeu. Et donc, cette humanité-là, pneumatique, est concernée par la loi du consentement. C'est principalement elle que ce système de la dualité va chercher à faire consentir pour que l'humanité pneumatique remette ses dons, son énergie, son attention entre les mains donc des archontes. Tout ce qui tourne aujourd'hui là, le phénomène des HPE, HPI, au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, est là pour ça. C'est là pour mettre une partie de l'humanité pneumatique sur une voie de garage ou pour éviter qu'ils n'aillent jusqu'à la prise de conscience spirituelle. Et leur extorquer du coup leur consentement à mettre leurs dons au service de ce système marchand, eugéniste, sataniste. Le simple fait même qu'il y ait des campagnes maintenant qui soient organisées pour les repérer, dès le jardin d'enfants jusque dans les écoles d'ingénieurs et dans les universités, est la preuve que parmi les jeunes générations, il y a probablement beaucoup plus de pneumatiques qui naissent que, mettons, dans ma génération. Et en tous les cas, le fait qu'ils mettent en place un tel dispositif démontre qu'ils en ont peur de ces pneumatiques. Et donc, ils organisent une nouvelle case identitaire pour les confiner, en fait, au monde psychique tel qu'ils le designent. Pour ma part, j'avais été identifiée HPI, c'est pour ça qu'on m'avait fait sauter une classe, et je suis très contente qu'à mon époque, il n'y avait pas ces programmes pour limiter la prise de conscience. Comme ça, j'en ai bien bavé dans tous les champs de mon existence, et du coup, j'ai été obligée de finir par comprendre ce qu'il se passe vraiment. Bon, même si j'avais été choyée par une petite étiquette HPI, je pense que je me serais quand même rendu compte malgré tout, mais j'aurais peut-être mis plus de temps. L'humanité psychique dispose également d'un libre arbitre, mais qui est fortement contraint par ce jeu de la dualité, comme une empreinte, je sais pas, cérébrale si vous voulez. Mais ils peuvent, je pense, réaccéder à plus de souveraineté en prenant complètement de la hauteur, justement par rapport à toutes ces questions-là, de comment ils déambulent, eux, dans cette dualité, dans leur comportement, triangle du drame, honte, culpabilité, etc., etc. L'humanité psychique est donc elle aussi concernée par la loi du consentement et tout ce qui concerne les contrats d'entre-deux-vie, d'incarnation, etc. Et enfin, l'humanité illique, les portails organiques, n'ont aucun libre arbitre. Ce sont des enveloppes vides dans lesquelles n'importe quel programme peut être uploadé à loisir, et ils ne sont pas concernés par la loi du consentement. Par contre, leur présence est là pour obscurcir le consentement des psychiques et des pneumatiques. C'est leur fonction première.
par le jeu de la psychologie des foules, il peuple le jeu de manière à projeter une illusion de norme, d'une certaine norme, qui exercera une pression psychique sur l'humanité psychique, qui sera tentée de se conformer à cette norme. Et dans une moindre mesure, cette pression normative sera également exercée, c'est certain, sur l'humanité pneumatique. Alors, premier élément de discussion, pourquoi je pense que cette typologie à 3 catégories est plus pertinente que celle à seulement 2 catégories, où en gros on joue le jeu de il y a les gentils et les méchants, il y a les vrais humains, puis les portails organiques. Parce que premièrement, je ne pense pas qu'une telle typologie avec juste 2 polarités nous permette de décrire de manière assez précise et réaliste la réalité des comportements humains tels qu'on peut les observer. Et ça, je le discuterai plus loin dans la vidéo. Vous ne croyez pas quand même que si c'était aussi simple que ça ferait bien longtemps que les pneumatiques s'en seraient rendus compte et que en gros, ça aurait été game over? Je pense que c'est bien parce qu'il y a les psychiques que les pneumatiques sont leurrés, en fait, et mettent du temps à se rendre compte de ce qui se passe réellement. Ce sont bien les psychiques qui nous égarent avec tous les systèmes de croyances en une fausse lumière externe. Ça peut pas être une répartition comme ça bipolaire, ce n'est pas réaliste, tout simplement. Et deuxièmement, une classification donc à seulement 2 catégories. Je ne pense pas que ce soit la représentation exacte de la réalité en termes d'ADN. L'humanité est bien plus chamarrée que cela. Et même cette typologie à 3 catégories ne décrit pas, à mon sens, l'exacte réalité. Cette typologie-là, tripartite, fait référence à l'origine du monde, mais le monde, il est quand même très vieux et très ancien. Donc, il y a des sous-catégories, bien évidemment. Il y a fort probablement des pneumatico-psychiques, des psychico-iliques, hein, puisque tout ça nous parle d'ADN. Et donc, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que l'ADN a été quand même bien mixé sur la planète, à l'exception des lignées de sang noir, des 13 familles qui gouvernent, qui régentent ce monde, qui, eux, par contre, font tout pour conserver clairement un ADN bien particulier, bien spécifique, de manière à ce qu'il soit le plus compatible possible, effectivement, avec des entités démoniaques, à qui ils servent de gants pour venir prédater dans la 3D. Mais cependant, il faut aussi, je pense, prendre en considération toutes les recherches autour des MyLabs, les programmes de super soldats. On s'aperçoit tout de même que font-ils? Ils ont, semble-t-il, absolument besoin de certains métagènes divins de femmes pneumatiques. Et elles sont littéralement pourchassées pour cela. C'est ce qui est arrivé, c'est l'histoire de vie de Lauda Leon. D'ailleurs, dans une de ses vidéos, je reconnais quasiment le script de la série Stranger Things. Quand elle était en captivité, son numéro c'était Eleven. Enfin bon, je lui ai pas encore posé la question, mais je pense que cette série s'inspire très largement du vécu de Lauda Leon. Plus récemment, on a eu l'affaire de l'internement de Nathalie Augustina suite à la publication donc de ses ouvrages, de la dénonciation des abus rituels dans la profession du mannequinat. Donc cette jeune femme exerçait aux Pays-Bas dans les années 80 et elle a, si elle est encore en vie, un ADN très rare et les élites lui auraient proposé 20 millions de francs suisses pour produire des enfants, mais elle a refusé. Elle s'est retrouvée enceinte plusieurs fois, vu qu'elle a été victime elle-même de MK Monarch, et elle a avorté. Et donc pour la faire taire, elle a été internée. Courant de l'année 2018, après avoir mené en fait une vie d'activiste contre l'inceste et la pédophilie dans les années 90. Alors j'en profite pour pousser un petit coup de gueule. Tous les articles ou les sites internet qui ont relayé cette information montrent cette photo. Donc ce n'est pas la Nathalie Augustina dont nous parlons là, qui est montrée.
et pourtant c'est la plupart du temps, c'est cette photo-là qu'on montre. Non, cette personne-là s'appelle également Nathalie Augustina, elle est également mannequin, mais elle est toujours en activité en Lituanie, hein. Faut quand même, faire des recherches avant de relayer, ce genre d'informations et de mettre en gros plan, le visage d'une personne qui n'est pas du tout la personne concernée par les événements. Non, la personne dont on parle, manifestement, si vous regardez bien, il s'agit d'une personne métisse, hein. Celle qui a l'ADN très rare là, à qui on a proposé 20 millions d'euros, c'est pas la blonde aux yeux bleus là, que tout le monde fout sur son site internet, hein. En plus, ils juxtaposent les 2 images, ils se rendent même pas compte que manifestement, il s'agit pas du tout de la même personne, enfin, soyons sérieux. Bon, maintenant, moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que pourquoi offrir à une femme à l'ADN rare 20 millions de francs suisses pour procréer, alors que c'est une esclave MK monarque, et donc a priori piégée dans un système où on peut quand même imaginer que rien n'est plus facile que de récolter ses ovocytes à son insu. D'ailleurs, les 2 fois où elle s'est retrouvée enceinte, elle ne se souvenait pas d'avoir eu de relations sexuelles, hein. Il n'y a pas besoin de son consentement. Sur ce point, ça manque quand même de cohérence, le récit. Je pense que c'est le moment de repréciser que moi-même je suis une personne métisse et que dans les moments où j'étais finalement le plus émotionnellement fragile, il m'est arrivé plusieurs fois d'être accostée par des photographes qui voulaient me recruter pour faire un book dans le mannequinat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, avec la trentaine d'histoires que j'ai eues, j'ai quand même toujours été très étonnée du nombre de gars qui commençaient quasiment de but en blanc l'histoire avec moi, avec ce que j'ai appelé moi un délire de paternité. Quand on sait que le scénario dont se plaignent majoritairement les femmes, c'est de ne pas trouver d'homme qui veuille s'engager et surtout pas faire d'enfants. Et alors moi, je suis cette personne qui n'est pas attirée par le couple et qui ne veut pas faire d'enfants. Et les gars, ils arrivent et hop, boum, ils veulent faire un couple et un enfant, quoi. Avant même que l'histoire quasiment ait commencé. Enfin, de mon point de vue, je veux dire que ça arrive dans les premiers temps. Enfin, on met la charrue avant les bœufs, c'est n'importe quoi. Alors, encore une fois, quand ça arrive une fois, c'est bon, admettons quoi. Mais quand ça devient un peu systémique, on se pose des questions, hein. Enfin, clairement d'ailleurs, l'histoire guillemets «flamme jumelle», moi j'ai commencé à prendre mes distances à partir du moment où justement la personne est rentrée dans un délire de paternité. Là tout de suite il fallait, ah oui, puis j'avais oublié, il y a eu aussi, un cousin du côté de mon père, donc des Antilles, qui était, avec une compagne, qui avait eu un cancer, donc de l'utérus et cetera. Il m'avait demandé si je pouvais donner mes ovocytes pour faire un enfant, quoi, et le porter. Il y aurait beaucoup à dire, hein, sur ce sujet-là, hein, de ce que j'ai pu comprendre, de ma propre expérience en tant que négropolitaine, métisse. En tous les cas, il y a bien eu une guerre du sang, avec la famille du côté de mon père à travers, un héritage qui a duré 23 ans. Bon, très rapidement, hein, le racisme, c'est un peu mon sujet en tant que métisse, vu que j'ai pu, le vivre aussi bien, hein, que je sois ici en France au sein d'une population majoritairement blanche ou dans la famille, métisse de mon père aux Antilles. Cette question-là m'était de toute façon, posée, et ce que je peux vous dire, c'est que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce qui existe, c'est une colonisation du cerveau des dominés qui perdure bien après que le dominant soit parti. Les populations afro-antillaises restent dans une disposition collective d'amour-haine par rapport au sang blanc. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme tel que la pensée européenne l'a créé. Il s'agit d'une conséquence de la violence européenne à l'égard des peuples colorés natifs, qui prend la forme d'une mémoire traumatique collective. Donc ce qui se joue dans le champ de la psyché des descendants de l'esclavage n'a strictement rien à voir avec le racisme culturel des sociétés blanches qui perdurent encore aujourd'hui. On ne peut pas symétriser, si vous voulez, les choses. Pas plus d'ailleurs qu'on ne peut symétriser ce qu'il se passe dans ce monde pour la catégorie des hommes et pour la catégorie des femmes. Tous les discours qui veulent symétriser ces choses-là sont dans l'erreur. En tout état de cause, plus j'enquête sur ces questions, et même je suis en dialogue encore avec Eve Lorgen sur ces sujets-là,
plus je suis quand même amenée à me dire qu'effectivement, il y a chez les femmes que je vais appeler natives, une qualité d'ADN qui est recherchée dans les élites et que c'est peut-être d'ailleurs même un versant très occulte de l'histoire de l'esclavage de l'Afrique noire. Donc tous les discours suprémacistes blancs disant que les noirs qui font des enfants avec des blancs, en fait, ils essayent de pirater l'ADN supérieur des blancs. En fait, c'est une inversionnite. Il semble même que ce soit le contraire. D'ailleurs, ces discours-là existaient bien sûr pour justifier l'esclavage dans les élites européennes. Ça n'empêchait pas les maîtres blancs quand même d'aller violer les plus belles filles noires qui passaient par leur plantation. Et je vous rappelle que au moment même où je vous parle, les femmes indiennes sont exploitées pour la GPA. Et une correspondante m'a envoyé une coupure de presse sur une situation alarmante dans les champs de canne à sucre où travaillent principalement les femmes en Inde. Les femmes subissent une hystérectomie, un tiers d'entre elles, pour pouvoir être plus efficaces en rendement dans les champs de canne à sucre. Et quand on met tous ces morceaux d'informations bout à bout, que ce soit ça, que ce soit les femmes qui disparaissent, les femmes amérindiennes au Québec, au Canada, qui disparaissent, tout le monde s'en fout. Je suis persuadée qu'elles disparaissent pas pour tout le monde, ou qu'en tous les cas, leurs organes font l'objet d'un trafic qui vient, je pense, alimenter l'agenda notamment transgenre et transsexuel. Et puis certainement tout un tas d'autres choses atroces dans leurs petits essais en labo souterrain. Donc cette question de la nécessité de s'approprier certains types d'ADN de certaines femmes est bien présente. La raison est que ces lignées-là savent qu'elles ne pourront pas se maintenir parce que la vibration effectivement de la Terre est en train d'augmenter. Apparemment, elle est passée de 7 Hz à 40 Hz depuis 2014, donc c'est juste énorme. Et nous sommes littéralement pris en fait dans une guerre cosmique entre différents corps célestes. Tout est indiqué dans les films de science-fiction et d'heroic fantasy qu'on nous montre, c'est la réalité. Et il est vraiment temps de se réveiller. Bon, par exemple, dans la trilogie Divergente, de quoi se rend-on compte? Bon, les Divergents, en fait, vous avez compris, ils représentent les humains souverains, les pneumatiques. En fait, ils ont perdu la trace des originaux, de ceux et celles qui ont l'ADN originel. C'est ça, en fait, que raconte cette trilogie. Mais ils le recherchent activement pour pouvoir l'utiliser à leur avantage, pour pouvoir rester en place, en fait, au contrôle de ce monde. Donc tout ce qui est géo-ingénierie, chemtrails, etc., ce sont des programmes qui vont mettre en scène, si vous voulez, une fausse invasion extraterrestre, parce qu'ils sont là depuis le début, tous autant qu'ils sont, ils sont prisonniers de l'astral. Qu'on parle des grilles, des pléiadiens, de ce que tu veux, on reste de toute façon dans le jeu démiurgique polarisé, quoi. Alors, il est certain qu'ils coopèrent, toutes ces espèces-là, entre eux pour maintenir l'humanité sous contrôle, mais je pense qu'ils ont chacun des agendas différents aussi. Donc, dans une autre mesure, ils se battent entre eux. C'est dans la nature du mal de se dévorer lui-même. Donc, ayant compris cela, je n'éprouve pas le besoin, moi, sur ma chaîne, d'aller faire la classification des différentes espèces reptiliennes, insectoïdes, les grilles, les pléiadiens, les trucs et les machins. En fait, ça m'intéresse pas parce que il faut de toute manière refuser toute interaction avec toute cette cosmogonie. Point barre trait. Donc, s'il fallait regarder peut-être un seul contenu, ce serait certainement la série The 100. Les premiers épisodes de la saison 1 peuvent être décourageants parce que ça fait vraiment sci-fi pour ados, mais après ça prend une toute autre envergure et au fil des saisons, c'est une grosse divulgation sur ce qui s'est déjà produit, ce qui est en train de se produire, mais avec évidemment une inversion, c'est-à-dire qu'on installe une empathie chez les téléspectateurs et téléspectatrices pour les lignées de sang noir qui sont nommées dans cette série les Nightblood, donc les sangs de nuit, sang noir. C'est surtout dans la saison 2 que on voit personnifié dans le peuple qui vit sous la montagne les élites
qui ne peuvent pas supporter en fait certains types de radiation. Tout nous est révélé dans l'art, entre guillemets, et la filmographie abondante actuellement en termes de science-fiction. Donc il y a The Childhood's Hand, qu'est-ce qu'on peut citer? Toujours sur les enfants infestés par l'astral, The Whispers. Un film passé inaperçu, sorti en 98, The 13th Floor, sorti en français sous le nom de Passé virtuel. The Event, Jupiter Ascending, un de mes petits chouchous qui est peu connu, Frequencies, autrement connu sous OXV The Manual. Beaucoup plus récemment, le film Annihilation, la série The Expanse aussi, très, très bien. Westworld, évidemment, avec une bonne dose d'inversionnite. Mais je pense que la meilleure d'entre toutes, qui n'a bien évidemment jamais été diffusée en France, c'est Battlestar Galactica. J'ai des potes qui me l'avaient filé, mais je l'ai craché avec un disque dur. C'est très difficile d'arriver à la télécharger. Si vous pouvez la voir et voir les films, faites-le. Il y a également la série Ascension, où il n'y a eu qu'une seule saison. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus il y a de divulgations intéressantes, moins la série elle fait long feu à l'écran. Je voulais faire une vidéo spécialement là-dessus, mais j'ai pas trouvé le temps pour le moment de le faire. Il faut que vous vous preniez un peu par la main aussi pour faire vos propres recherches et vous donner des yeux pour voir ce qu'on vous montre, pour vous faire consentir aux agendas Bluebeam là, qui se déroulent cachés à la vue de tous et de toutes. Alors, deuxième point, les généalogies et les lignées. Il faut bien comprendre que ces trois humanités sont enchevêtrées. Elles sont interfécondes, elles sont enchevêtrées. Donc, je pense que toutes les combinaisons existent. Un ou une humaine spirituelle peut très bien être de deux parents iliques. De même, des parents pneumatiques peuvent très bien avoir des enfants psychiques, voire iliques. Et donc, des parents psychiques peuvent également avoir des enfants psychiques, pneumatiques, iliques. Et je vous rappelle que la plupart du temps, les scénarios de vie sont de toute manière orchestrés pour créer des couples de manière à éteindre au maximum le potentiel vibratoire spirituel d'un être. D'autre part, donc, par rapport à toutes les recherches qui ont pu être menées sur des personnes qui ont des mémoires de l'entre-deux-vie, du moment où ils ont négocié leur contrat d'incarnation, on trouve beaucoup de personnes qui se souviennent avoir choisi leur corps, leur avatar dans le jeu, et qu'un certain nombre de corps n'étaient pas disponibles car non compatibles avec leur vibration d'âme. On en revient toujours à cette question, n'importe quel taux vibratoire ne peut pas venir habiter n'importe quel corps, c'est-à-dire n'importe quel patrimoine génétique. Et donc, comme on sait qu'ils orchestrent en grande partie les scénarios de vie, que ce soit dans ces contrats d'incarnation, mais aussi en cours de jeu, il leur est extrêmement facile d'amener deux parents à avoir une relation sexuelle qui produira le patrimoine génétique qu'ils veulent pour que une âme avec certaines particularités, certains contrats viennent. Est-ce que vous comprenez ce que tout cela ça veut dire concernant les liens de la famille que tout le milieu conspirationniste issu de croyances chrétiennes veulent nous revendre? En tout cas, c'est le seul argument qu'ils ont contre les élites satanistes de sang noir et leur agenda pédophile généralisé, c'est de s'agripper à tout prix à la famille patriarcale, parce qu'ils sont incapables de même réinterroger cette structure familiale en raison du chaos environnant. Ils n'ont aucune distance et aucun discernement par rapport à la procréation telle qu'elle est prescrite dans la Bible, et ils font preuve d'un manque total de créativité concernant ce que pourraient être réellement les règles du jeu dans un couple. Alors je vais vous lire juste quelques-uns des
extraits que l'on peut trouver dans les manuscrits de Nag Hammadi, parce que concernant la procréation et les liens du sang, il y en a et il y en a. Hein. Je commence avec le témoignage véritable, page 1. En effet, la souillure de la loi est manifeste, alors que l'absence de souillure ne relève que de la lumière. La loi ordonne de prendre mari, de prendre femme et d'engendrer, de se multiplier comme le sable de la mer. Mais la passion qui leur est délicieuse retient les âmes de ceux qui sont engendrés ici-bas, aussi bien souilleurs que souillés, afin que par eux la loi soit préservée. Or, manifestement, ils viennent au secours du monde et se détournent de la lumière, eux qui sont incapables de passer l'arconte des ténèbres tant qu'ils n'ont pas donné le dernier sou. Après, il y a l'évangile selon Thomas, où il y a énormément de logions qui font référence à toute cette question. Logion 16. Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu jeter la paix sur le monde, et ils ne savent pas que je suis venu jeter des divisions sur la terre, le feu, l'épée, la guerre. 5 en effet seront dans une maison, 3 seront contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, et ils se tiendront solitaires. Logion 29. Si la chair est advenue à cause de l'esprit, merveille. Si l'esprit est à cause du corps, merveille des merveilles. Mais moi je m'étonne de ceci. Comment cette grande richesse a habité en cette pauvreté? Logion 55. Celui qui ne haïra pas son père et sa mère ne pourra devenir pour moi un disciple, et celui qui ne haïra pas ses frères et ses sœurs et ne portera pas sa croix comme moi ne deviendra pas digne de moi. Logion 79. Une femme dans la foule lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri ». Il lui dit « Heureux ceux qui ont entendu la parole du Père et l'ont gardée en vérité. Des jours viendront en effet où vous direz « Heureux le ventre qui n'a pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité ». Logion 87. Misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend de ces deux-là. Logion 101. Celui qui ne haïra pas son père et sa mère comme moi ne pourra être mon disciple, et celui qui n'aimera pas son père et sa mère comme moi ne pourra être mon disciple. Car c'est ma mère qui a, là il y a des caractères manquants, mais ma mère véritable m'a donné la vie. Alors ici, attention, hein, c'est que la croix, ou le symbolisme de la crucifixion, fait référence en fait au pont qu'il nous faut construire entre l'âme et l'esprit, à cette traversée. Et ce maintien de la connexion divine avec notre étincelle divine primordiale à maintenir. Donc j'ai parfaitement conscience que c'est surtout le vocabulaire là qui est utilisé est choquant, haïr, etc. Mais il s'agit de se détacher en fait, de prendre conscience que eh bien, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent par vous, mais ils ne vous appartiennent pas. Enfin, tout ça font partie des enseignements qu'on retrouve même dans la Bible. Parmi les témoignages que j'ai pu avoir hein, avec les correspondants et correspondantes, à ce jour, je n'ai pas vu une personne pneumatique ou en phase de réveil qui n'ait pas eu une constellation familiale vraiment conflictuelle et entravante hein, à dépasser pour aller vers plus de souveraineté. Bon, je continue à vous citer quelques passages hein, de ces manuscrits qui concernent cette question de la famille et de la procréation. Citation de Livre des secrets de Jean, page 9. Jusqu'à aujourd'hui, l'union matrimoniale instituée par le premier archonte a duré. Il a semé en Adam un désir de procréation, de sorte que grâce à cette nature archontique, il engendre à la ressemblance de Yahweh et Elohim, à l'instigation de leur esprit contrefait. Plus loin. Ces âmes sur qui l'esprit de vie descend, et en qui il s'unit à la puissance, seront sauvées et deviendront parfaites et seront dignes de monter vers ces grandes lumières. Là, en effet, elles sont purifiées de tout mal et libérées des liens de la perversité, puisqu'elles ne se sont appliquées à rien d'autre qu'à promouvoir ce rassemblement incorruptible, se souciant de ce rassemblement sans colère, ni jalousie, ni crainte, ni désir, ni rassasiement. Elles n'étaient affectées par aucune de ces passions, mais seulement par la condition charnelle pendant qu'elles s'en servent, guettant le moment où elles seront reçues par les receveurs dans la dignité de la vie éternelle et de l'appel, endurant tout, supportant tout, pour mener à sa perfection le combat et hériter de la vie éternelle. Donc là, il parle de la génération, de l'homme inébranlable, de l'homme parfait, etc. Et à plusieurs endroits, il est indiqué que
cette génération-là ne prendra ni femme, ni mari, ni n'enfantera. Donc, à toute la communauté conspirationniste chrétienne qui saisit la Bible pour défendre des valeurs familiales archaïques, rétrogrades, qui n'offrent, à mon sens, absolument aucune liberté et souveraineté à la moitié de l'humanité, c'est-à-dire aux femmes, eh bien, on trouve le même type de message que dans ces manuscrits gnostiques dans la Bible. Jean, verset 17-16, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Matthieu, verset 10-34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Luc 23-29. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Puis on va finir par les Romains, verset 12-2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout ça, c'est dans la Bible aussi, hein. On trouve effectivement dans les manuscrits gnostiques, mais on le trouve aussi dans la Bible. Donc la gnose est-elle sataniste, puisqu'elle véhicule en grande partie des messages analogues à ceux de la Bible, hein. Sauf que la Bible, elle, est là pour instituer effectivement une légitimité de la domination masculine sur les femmes, alors que ce n'est pas ce qu'on trouve dans les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi. Curieusement, par contre, ces passages-là, ça les arrange de les oublier ou de ne rien en faire dans leur analyse globale de ce qui se passe ici. Et maintenant, quand il s'agit de construire des argumentaires contre l'agenda LGBTP, transgenre, etc., apparemment, le seul argument, c'est de reconstituer la bonne vieille famille patriarcale avec le pater familias aux commandes, hein, pour se protéger des élites pédosatanistes. Alors, je suis pas en train de dire que il faut désosser toutes les familles. En fait, ça dépend complètement de la famille, hein, quoi. C'est à chacun, chacune de vous de voir, hein. Il y a des familles qui ont tout intérêt à rester soudées, hein, à déscolariser leurs enfants, et à plutôt s'intéresser à l'éducation autonome, etc. Il existe des structures associatives pour ça. Et puis il y a des individus pris dans certaines familles qui ont tout intérêt à s'en séparer pour trouver une autre famille, hein, leur famille spirituelle, hein, seule ou avec d'autres. Et pour faire la transition avec cette question de l'ADN, je vous lis un passage de l'évangile de Philippe. L'homme céleste, ses enfants sont beaucoup plus nombreux que l'homme terrestre. Si les enfants d'Adam sont nombreux bien qu'ils meurent, combien plus les enfants de l'homme parfait, qui ne meurent pas et naissent sans cesse. Par rapport à ce qu'on peut voir de tous ces programmes de clonage dans le showbiz, les lignées, etc. Je vous conseille d'aller visiter le site Capédia, que je vous mets en description. Donc cette source d'information m'a été ramenée par mon tout premier correspondant, qui était un chercheur de vérité avec 20 ans dans les jambes sur l'affaire Balavoine. Je n'ai plus de ses nouvelles parce qu'il a été très très fortement gangstalké. Il m'avait même mise en garde quelques jours avant les attaques que j'ai subies en novembre 2017. Mais il me disait qu'il arrêtait toutes ses recherches parce que les armes psychotroniques étaient trop puissantes. Mais pour en revenir à Philippe, hein, qui a créé donc Capédia.fr et que connaissait donc ce correspondant, ce qu'il m'en a dit de son parcours de vie est très intéressant. Ce monsieur appartenait en fait à la franc-maçonnerie à un degré assez élevé, il était entrepreneur, bref, tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'il commence à faire des recherches généalogiques sur la descendance capétienne. Et là, tout est allé très vite et très mal. On lui a assassiné sa femme qui s'appelle Anna, et ce prénom-là, on le retrouve beaucoup aussi hein, dans les films de science-fiction, etc. Bref, il a tout perdu du jour au lendemain, tous ses comptes bancaires ont été bloqués, etc. Et sa théorie, si j'ai bien compris, c'est que
une fausse royauté a usurpé la royauté originelle, qui pour lui, si j'ai bien compris, serait la descendance capétienne, et les hommes de cette lignée-là sont traqués à mort. Et on trouve d'ailleurs dans sa base de données le patronyme Balavoine, ainsi que celui du correspondant qui m'a ramené ces informations. Il est important, cela dit, de souligner que cette histoire de royauté, il semble entendre par là la souveraineté individuelle et non pas une royauté telle qu'on la conçoit et telle que les élites l'instituent dans le terrarium. Je vous invite également à aller consulter les vidéos de Extreme Reality Check, c'est une excellente chercheuse, je pense américaine. Je l'ai mise dans mes chaînes. Là, c'est juste un extrait de sa plus longue vidéo de 3h13. Bon, elle a fini par la couper en 3 parties, sur qu'elle appelait Age of Deceit, Trans Apocalypse, donc and Breeding Program, ce qui veut dire l'âge de la tromperie, transapocalypse et programme de reproduction, d'élevage. Transapocalypse dans les élites. 3h13. Alors, je ne suis pas à 100% d'accord avec elle, vu qu'elle est chrétienne et qu'à certains moments, elle cite des passages de la Bible qui n'ont rien à voir avec la choucroute de l'Ancien Testament, qui interdit aux femmes de porter les vêtements d'un homme et aux hommes de porter des vêtements de femmes, etc. Bon, ça c'est du grand n'importe quoi. Moi, je suis bien contente de ne pas être obligée de porter tout le temps des jupes. Bon. Bref, toujours le même problème avec les chrétiens. Mais ça n'enlève absolument rien à la pertinence de ses recherches et de ses excellentes vidéos. Et comme elle parle très distinctement, le traducteur automatique YouTube, a priori, marche plutôt bien pour cette personne. Si on regarde autour de nous, je ne sais pas si vous en êtes déjà aperçu, je trouve que même dans la société civile, il y a quand même beaucoup de clones et de gens qui semblent être des copies les uns des autres, je veux dire physiquement. Donc dans ce jeu-là, dans le terrarium, j'ai quand même la sensation que tout ça se déroule avec un pool génétique global plutôt restreint. Bon, je passe à la 3e partie de la discussion sur la question des transitions. Est-ce que l'ADN avec lequel on est venu s'incarner là au départ, quand on est nouveau-né, il se maintient et puis on peut se reposer confortablement là-dessus et ne faire aucun travail sur soi en termes de conscience. Alors, cette architecture, qui est une architecture magnétique, et donc polarisée autour de 2 polarités, a été, entre guillemets, créée par les archontes. Dans certains manuscrits de Nag Hammadi, les archontes sont également désignés comme les cosmocréators, c'est-à-dire les créateurs de cosmos. Sauf qu'ils n'ont rien créé du tout. Ils ont contraint, confiné une structure originelle à un jeu de polarité. Originellement, au niveau de l'anatomie subtile, je pense que nous ressemblions plutôt à ceci, ce qui est plutôt une structure électrique d'émanation. Mais nous avons été leurrés à un moment donné de l'origine du monde à consentir à entrer dans une anatomie subtile magnétique. Ce qu'il faut comprendre au niveau de cette anatomie subtile, qui est une version dégradée de l'anthropos originel. Vous voyez là les chakras, etc. Il faut imaginer que ce sont comme des prises, des plugs sur lesquels n'importe quelle entité, quel que soit son niveau, peut venir en fait se brancher pour récolter ou uploader des programmes, les deux. Donc, idem pour les corps subtils qui peuvent héberger, abriter des marques, et là on rentre vraiment dans la magie noire. Et je vous mets en description une vidéo que j'ai pas pris le temps de sous-titrer sur une rescapée en fait de rituels satanistes, qui explique en fait comment par ces rituels-là on peut venir en fait marquer votre aura comme on marque une bête au fer rouge. Il s'agit de Frances Toes et donc elle explique que la pomme, c'est la tromperie en fait des archontes qui nous ont fait consentir à rentrer dans cette construction. La moindre fragilité au niveau de cette anatomie subtile fait de vous un gant aussi, un canal de prédation. Et
Et ça concerne les 3 humanités. Hein. Pour les pneumatiques, il s'agit finalement d'avoir une vigilance quasi permanente sur l'état de cette anatomie subtile. La seule chose qui va les distinguer des 2 autres humanités, les pneumatiques, c'est que, et quand bien même ils sont infestés et envahis, voire même limite jusqu'au cas de possession, ils peuvent héberger en fait des entités, mais ces entités ne prennent pas le contrôle, en fin de compte, de leur comportement. Alors qu'un cas similaire sur un psychique ou un illique le mettra totalement sous contrôle de ces entités. Mais pour autant, faut pas se glorifier pour ça. Il est souhaitable quand même de se débarrasser de ces entités-là parasites, parce que sans quoi elles sont là pour vous downgrader en fait votre ADN et donc vos dons originels, natifs dont nous sommes privés, puisque cet ADN tel que nous le connaissons est une fabrication dégradée à partir d'éléments originels anthropiques. Autrement dit, de mon point de vue, plus ou moins on est tous des clones et des hybrides. À la naissance, on sera dans une des 3 catégories en fonction finalement du taux d'ADN le moins dégradé possible dont on dispose. Je pense que vous êtes peut-être familiarisé avec les notions d'épigénétique, qui, soit dit en passant, bien que ce ne soit mentionné nulle part, rend ces lettres de noblesse à la marque, puisque on est en mesure aujourd'hui d'étudier très précisément la manière dont l'environnement va affecter l'expression des gènes. On peut aussi mentionner, bien évidemment, les travaux de Harald Kotzwela, qui a démontré que l'ADN communique via des biophotons, ce qui explique ce que j'ai appelé l'effet aimant. Quand un ou une pneumatique se trouve à un endroit et que bzzz, comme le miel et les abeilles, là, il y a plein d'héliques et de portails organiques qui viennent vous encercler. Ou alors, ça peut être, vous arrivez quelque part, puis vous voyez que toute l'attention, dès que vous rentrez dans l'espace, toute l'attention est absorbée, tout le monde vous regarde, se retourne, etc. C'est hyper malsain. Et en fait, les gens perçoivent la lumière, ils ne savent même pas en fait ce qu'ils perçoivent et ce qui les attire. Enfin, dans le cas particulier, quand ce sont des hommes qui font ça, parce que innocemment, ils ont quand même bien le droit de reluquer et de mater une belle femme qui passe par là. Sauf que non, en fait, ils sont en train de pomper littéralement son énergie. Et moi, je peux vous dire que je le ressens physiquement quand ça se produit. Je peux avoir des sensations très claires, par exemple, de tenaille dans les ovaires. Et à ce moment-là, si je regarde un peu autour de moi, je vais m'apercevoir qu'effectivement, il y a un gars, ça doit faire plusieurs secondes que il est en arrêt sur image, quoi. D'où la nécessité pour les femmes de prendre conscience de tout cela, de prendre conscience de la dimension vibratoire et énergétique qui est en jeu, et donc d'avoir des stratégies pour s'en protéger. Parce que on ne vivra pas dans un monde où les hommes, dans leur grande majorité, seront en capacité de prendre la responsabilité de ce que les féministes appellent le male gazing, c'est-à-dire cette manière qu'ont les hommes dans l'espace public de mater tout ce qui passe là, et de transplanter leur fantasmagorie comme ça sur certaines femmes. Un certain nombre d'entre eux peuvent le faire. J'ai beaucoup de correspondants qui m'en ont parlé, de ce travail qu'ils font sur eux-mêmes. Enfin bon, on ne peut pas avoir d'attente démesurée dans ce champ-là, de la part des psychiques et des illiques. Bon, donc, cet ADN que nous avons peut être modifié en cours de partie par l'environnement, par la dose de vampirisme énergétique dont on aura fait l'objet, mais également en fonction des choix que va faire l'individu, étant donné que l'ADN n'est qu'une partition que chacun, chacune va interpréter à sa manière. Et donc, même dans le cas des jumeaux ou jumelles homozygotes, eh bien, en fonction de leur parcours de vie, de leur chemin de vie, de tout un tas de choses, donc de l'épigénétique, il y en a un ou une qui peut développer une pathologie, même génétique, et l'autre non. Donc, cette partition génétique très matérielle n'est que
un schéma directeur, un ensemble de potentiels et de possibles qui vont être activés ou désactivés en fonction de la conscience de son ou de sa propriétaire. En conséquence de quoi, des transitions bien évidemment sont possibles, que ce soit dans le sens de l'upgrade ou du downgrade. Un pneumatique peut devenir psychique, un psychique peut devenir illique, un illique peut devenir psychique, et un psychique peut devenir pneumatique. Et toutes ces transitions, je pense, ont tendance à être accélérées quand même par les vibrations qui effectivement sont en train de changer. Il y a des transitions dans tous les sens, je pense, qui arrivent tous les jours. Et donc, du coup, contrairement à tout ce qui se dit dans la sphère conspi, on est là à brandir des ratios entre les vrais humains et les faux humains, hein, pour ceux qui sont restés dans cette classification-là à deux camps. Je serais bien en peine de vous donner des quelconques ratios de combien y a-t-il de pneumatiques, combien y a-t-il de psychiques idylliques. Je pense néanmoins que les psychiques et les illiques représentent effectivement une bonne majorité de la population. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit hein, dans la sphère conspi au sujet des portails organiques, où il y a une identité qui est faite entre les psychopathes, la perversion narcissique et les portails organiques. Tous les portails organiques ne sont pas des psychopathes ou des pervers narcissiques. C'est déjà le terme psychopathe est énormément galvaudé, mais là je vais pas faire un cours de psychologie. Hein. Le terme plus adapté en fait, c'est sociopathe. Hein, si on utilise comme ça de manière interchangeable psychopathe et sociopathe, mais non, des humains psychiques, voire même, je pense, des humains spirituels peuvent développer des pathologies psychiques, peuvent devenir psychopathes aussi. Tout le monde peut le devenir, hein, c'est pas réservé au portail organique. Hein. Si on pense ça, c'est qu'on n'a rien compris en fait hein, de ce qu'est vraiment le contrôle mental et de comment se déroule le vampirisme énergétique fractal, de sa plus simple forme au quotidien ou à des formes plus élaborées par des scénarios d'abduction sur le temps de rêve ou des scénarios de Love Bite ou de Dark Side of Cupid ou voilà où tout le vampirisme quotidien de toute manière dans lequel hein, chacun et chacune de nous, nous sommes immergés dans la société, hein, au boulot, quand tu vas faire tes courses, ta famille, tes amis, etc. Toute cette énergie en fait hein, qui est consommée, on est dans un jeu de récolte. Hein. Okay, on est dans une ferme hein, et on est de toute manière vampirisé et récolté en permanence pour nos énergies. Les énergies, elles viennent principalement des états émotionnels. Hein. Et les trois humanités ont des émotions. Voilà. Qu'ils vivent, qu'ils s'échangent tout au long de leur journée, de leur vie. Ok, c'est ça le jeu dans lequel on est. Donc, au bout du compte, n'importe quel membre de ces trois types d'humanité, s'il ne fait pas les prises de conscience nécessaires, peut finir par être totalement vidé et dans certains cas développer des pathologies mentales. Hein, parce que pour l'humanité spirituelle là, qui est celle qui subit le plus d'interférences, de scénarios de vie complètement hallucinants, bon, ça a des effets quand même hein, sur leur psyché et également sur leur corps physique, donc principalement un épuisement surrénalien. Hein, je ne vais pas détailler, hein, faites vos recherches sur la question, hein, mais c'est en plus les surrénales sont en lien avec l'énergie vitale hein, qu'on a à la naissance. Hein, donc là, en termes de vampirisme, c'est assez plafond. Ça peut être des dépressions aussi, et puis avec la prise de connaissance de ce qui se joue réellement, eh ben, l'autre piège qui peut advenir, c'est la paranoïa. De ces portails organiques, on peut devenir complètement parano. De sorte que un ou une humaine spirituelle, pneumatique à la naissance, peut devenir psychique. Et je pense que ça se produit d'ailleurs très souvent. J'ai un exemple dans ma famille.
où la personne, bien que disposant en fait de tout ce qui constitue un être spirituel, va avoir tant de souffrance dans son scénario de vie qu'elle va préférer se réfugier dans les bras sécurisants de l'ingénierie sociale et tenter de s'y conformer. Il en résulte fatalement un refermement des centres supérieurs et une déperdition de la connexion divine. Et cette personne sera recyclée par le jeu du karma, la machine à recycler les âmes, telle que l'a décrit Wayne Bush. Regardez toutes les vidéos que j'ai pu poster précédemment. Voilà, de la même manière, l'humanité psychique peut développer, je pense, des centres supérieurs et devenir spirituelle. Je pense que ça se fait si ces personnes entrent en contact avec des humains spirituels qui vont vraiment en fait les aider à renoncer à leur penchant, on va dire, pour la part de ténèbres qui est en eux ou en elles. Quant aux iliques, au portail organique, eh bien, bon, je sais que tout le monde dit et pense que bon, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'âme individuelle, ils n'ont pas, il n'y a pas de maintien pour eux à la mort d'une quelconque conscience individuelle. Ils n'ont qu'un esprit de ruche. On peut imaginer que ce sont des robots pilotés à distance, si vous voulez, par des technologies d'intelligence artificielle, puisqu'on est manifestement dans une matrice holographique. Et que le centre de commande, je pense, se trouve d'ailleurs sur la Lune, ou ce qu'on identifie comme étant un astre, un satellite lunaire. Mais personnellement, moi, ça me dérange un petit peu, ce discours, et je préfère quand même laisser la porte ouverte au fait que peut-être certains iliques, très rares, peuvent être adoptés par l'esprit, par le grand esprit invisible. Parce que nous sommes dans un jeu de dualité. Ok ? Triangle du drame, c'est ce qui régit bien la plupart des comportements humains, pour ainsi dire tous. En tout cas, c'est ce qui va régir les comportements humains de l'humanité psychique et de l'humanité ilique. Mais ces personnes-là, les psychiques et les iliques, si vous voulez, en fonction de leur scénario de vie, ils peuvent être plus programmés dans la polarité, on va dire, bien, même si on est d'accord qu'il s'agit de la fausse lumière, que dans la polarité mauvaise. Donc un portail organique qui est programmé en mode bon, en mode good, il peut pas changer de programme, sauf si on les télécharge brutalement, évidemment, le programme est vil, mais peut être une personne qui va momentanément vous aider. Alors que un ou une psychique qui n'a fait aucun travail de guérison sur son propre scénario de vie, de mise à distance de ses épreuves, de ses émotions, qui a fait aucun de ce travail-là, peut devenir un véritable vampire énergétique pour un ou une humaine spirituelle. Et dernière chose, donc ces deux catégories d'humanité qui ne sont pas complètes énergétiquement peuvent construire des centres supérieurs en vampirisant en fait l'énergie des humains spirituels qui se trouvent autour d'elles, au point de construire des centres supérieurs et de devenir même des gourous spirituels. C'est ce qui se produit notamment avec le New Age. Où je pense qu'il y a énormément de gourous qui sont des psychiques ou des iliques qui miment l'humanité spirituelle. Dernière partie de la discussion, donc je reviens sur les raisons pour lesquelles je préfère cette représentation-là de trois humanités à la vision duelle qu'on nous propose généralement entre l'humanité réelle et puis l'ensemble des portails organiques du terrarium. Déjà, la première raison, vouloir représenter l'humanité comme ça, en deux catégories duelles, en gros les anges et les démons, eh bien c'est extrêmement dangereux.
Donc là, je vous invite à aller écouter Ariane Bilran hein, sur cette question, la psychopathologie de la paranoïa. Alors elle en parle aujourd'hui hein, pour expliquer ce qui se passe avec l'agenda des droits sexuels et les luttes des minorités sexuelles. Bon, moi je fais une analyse complémentaire de celle d'Ariane Milran en disant mais cette lutte émancipatrice sur l'orientation sexuelle est en elle-même une usurpation. Et c'est un intrus, elle n'y a pas lieu d'être, mais ce qu'elle montre hein, par rapport à ces guillemets minorités sexuelles hein, qui se sentent opprimées par la majorité qu'ils appellent hétéronormative, hein, et sur un mode paranoïaque, hein, parce que ça leur plaise ou non, nous sommes dans ce jeu, dans un corps animal sexué, hein, qui est programmé pour la reproduction, et l'hétérosexualité, tu peux faire tout ce que tu veux, ça restera la norme. Parce que c'est un programme de toute façon du cerveau reptilien. Et puis, c'est bien la raison pour laquelle les élites miment hein, cette hétérosexualité, puisque quand on plonge dans ces agendas de transgenrisme, etc., on est conduite à penser qu'il n'y a jamais eu autre chose que des couples d'hommes homosexuels mimant l'hétérosexualité aux commandes de ce monde. Et là, je vous invite à aller regarder l'excellente vidéo de Extreme Reality Check hein, que j'ai mis en description et puis aussi dans une de mes playlists. Elles font des vidéos de 3 heures. Alors évidemment, c'est énorme, mais comme elle le dit bien, avec tout le lavage de cerveau qu'on subit depuis qu'on est né, si on n'est pas capable d'accorder 3 heures de son temps, hein, et elle démontre très bien ce phénomène de clonage, que même Lady Di n'était manifestement pas une femme de naissance. Hein, aucune des reines d'Angleterre ne l'est. Imaginez ce que ça veut dire hein, par rapport à toutes ces rares femmes hein, qu'on trouve dans les élites au pouvoir hein, et qui servent de token woman hein, pour nous expliquer que si en fait il y a l'égalité déjà là. Regarde, il y a une telle qui est chef d'entreprise, une telle ceci, une telle qui est à la présidence de machin truc. Ouais, je demande à voir si une telle et une telle sont bien des une telle. Mais pour en revenir à cette psychologie de la paranoïa, elle affecte également les milieux de chercheurs de vérité et conspirationnistes. Par exemple, sur la question de la crise des réfugiés, avec cette théorie du grand emplacement. Hein. Ah, et on a là tous ces gens-là, soi-disant chercheurs de vérité, qui tombent dans le piège du cirque de la politique et du discours patriotique, comme si on n'était pas déjà passé par là auparavant dans l'histoire. Comme si on ne savait pas où ça nous emmène collectivement, de commencer à construire ce type de discours. Il y a certains chercheurs de vérité qui pensent qu'il y a même une énorme manipulation concernant cette histoire, la population mondiale. Qu'on nous ment en fait sur ces chiffres, qu'il y aurait beaucoup moins de personnes que ce qu'on nous dit. Bon, on va dire que gonfler le chiffre hein, permet après de produire des discours en faveur hein, de la réduction, n'est-ce pas, de la population, avec hein, toujours cette rationalité pathologique hein, de ah bah oui, on est trop nombreux et il n'y a pas assez de ressources, alors va falloir quand même accepter, etc. Alors que bon, la vérité, c'est que je pense pas du tout que la race blanche soit menacée d'extinction en aucune façon. Hein. Voilà le tableau hein, de la répartition ethnique de la population, par exemple, aux États-Unis, avec leur délire. Ils se sentent menacés. Les Noirs américains, ils représentent même pas 15% de la population. Hein. Hein. Alors on peut pas avoir ce genre de statistique pour la France parce que c'est interdit. Hein, mais ça m'étonnerait hein, que qu'il y ait beaucoup de différences. Hein. Je pense que la population blanche, ça va, hein, se porte bien en France aussi. Hein. Je pense que c'est plutôt en Afrique noire, hein, qui a réellement une grande campagne avec la Fondation Gates, là, puis ces campagnes de vaccins pour stériliser ces populations-là. Sans parler, nous, dans nos colonies, vous avez regardé les taux de cancer et de maladies qu'on a aux Antilles françaises, avec toutes les saloperies qu'on leur fait cultiver pour avoir des bananes toute l'année. Hein, si on fonctionne comme ça, sur une vision duelle de l'humanité, eh bien on reste dans un libre arbitre contraint par cette dualité. Et puis c'est également très infantilisant
puisque polarisant et restant complètement sur une construction mentale démiurgique et dualiste. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur les psychiques, c'est vraiment le piège qui leur est tendu, hein, pour qu'ils continuent à consentir, à porter finalement leur attention là où ils devraient remonter d'un cran dans leur vision du scénario de la scène de théâtre, hein, qui se joue ici. C'est nécessaire, hein, de mettre en lumière le fait que l'activité démoniaque existe bel et bien sur notre planète, hein, et que cette activité-là se retrouve partout, mais principalement effectivement dans les élites qui nous gouvernent. Très bien. Mais la réalité, pour l'immense majorité des gens, c'est pas celle-ci, c'est plutôt celle-là. Hein. Donc, si on veut se débarrasser des monstres dehors à l'extérieur, eh ben, on ferait mieux de commencer par se débarrasser des monstres qu'on a soi-même à l'intérieur. Hein, parce que si on ne le fait pas, et qu'on reste sur la vision duel là, à projeter le monstre à l'extérieur, vous allez faire quoi en bout de course? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous faire faire? Il manque plus qu'une personne au tableau, hein. C'est le sauveur. Il va nous sauver des démons à l'extérieur. Ah, mais qui les alimente, ces démons qui nous gouvernent? Si ce n'est nous-mêmes, en allant voter pour eux, en les regardant à la télévision, en allant travailler pour eux, en se laissant emmener dans tous les mouvements possibles et inimaginables, hein, qui sont la symphonie du chaos, de tous les mouvements d'opposition supposément censés changer les règles du jeu. Donc, deux manières, hein, d'interpréter ce combat. Par exemple, cette théorie, hein, du grand remplacement, hein, qui, on le voit bien, est en filigrane dans beaucoup de commentaires. Pour ne pas dire que c'est un point névralgique dans la communauté conspi française, qui est bien formatée à penser selon les termes du système, donc en termes dualistes, hein, donc face au mondialisme, il n'y a qu'une seule solution, c'est le nationalisme. Bon, oui, effectivement, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes dans les flux migratoires qui sont financées pour semer le chaos dans les pays européens qui accueillent les flux migrants. Ok. Très franchement, vous croyez que c'est la totalité des migrants qui sont financés par Open Borders? Ou bien ce n'est qu'une petite poignée, et une poignée de gens suffit amplement à faire la pluie et le beau temps dans un flux de réfugiés? Donc dans ce genre de discours, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites de tous les autres migrants et migrantes, hein, qui sont à la fois pris en étau, effectivement, par ces soi-disant chefs de communauté, hein, qui sont, je pense, effectivement complètement des agents payés et infiltrés pour foutre le chaos. Par contre, il y a bien des guerres quand même, hein, vous savez, au sud, hein, qui sont déclenchées par l'Union européenne, hein, et les États-Unis. Est-ce que vous êtes allé vous renseigner sur les raisons pour lesquelles on est allé faire la guerre en Syrie? Et toute la diabolisation de Assad, sans dire que c'est un saint, hein, pas du tout. Hein. Eh ben, c'est qu'il a voulu mettre en place des prêts pour son peuple sans passer par les intérêts des banques Rothschild. Quant au super argument, c'est mon préféré, hein, les migrants, ils viennent pour violer nos femmes. Alors d'abord, ce ne sont pas vos femmes. Elles ne vous appartiennent pas. Ensuite, quand on connaît bien le phénomène du viol, comme le connaissent les féministes, on sait très bien que les hommes européens, pas plus qu'elles n'appartiennent aux migrants, se chargent très bien eux-mêmes de violer, guillemets, leurs femmes. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas des migrantes parmi les migrants qui font des proies beaucoup plus faciles et accessibles, hein, pour un migrant qui est là et qui a envie de violer? Je pense qu'il y a aussi certainement des bonnes histoires de viol au sein même de la population migrante. Mais il y a peu de chances qu'on en entende parler. Déjà qu'on n'arrive pas à parler de la culture du viol qui est bien établie chez nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que donc les hommes européens ne se préoccupent que de la question du viol de, guillemets, leurs femmes par l'homme étranger. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça, exactement? C'est très clair, hein, les femmes européennes appartiennent, hein, c'est la propriété des hommes européens et ils se doivent, hein, de les protéger, hein, quoi. Hein. Parce qu'elles peuvent pas se protéger elles-mêmes. Ça,
c'est bien connu. En conséquence de quoi, qu'ils se sont investis d'une mission de sauveur, de protéger, guillemets, leurs femmes, parce qu'en fait, ils ont plus de droits sexuels sur leurs femmes que un migrant ou n'importe quelle personne qui n'est pas née au sein de l'UE. Et alors, si on pousse le discours au bout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, les gars, là, dans votre délire? Vous êtes en train de dire que l'ADN des peuples migrants, il serait en fait moins bon que le vôtre? Non mais bon, un peu de sérieux quand même. Vous êtes allé faire votre arbre généalogique? Vous savez de quoi il est composé, le peuple français franchouillard, là, qui se conçoit comme une espèce de monolithe génétique? Et la France est le pays du monde où il y a eu le plus de brassage génétique, hein. Et la raison, elle est quasiment géographique, hein. On est sur une terminaison de continents, donc on a été envahi de partout, hein, du nord, du sud, de l'est, depuis fort longtemps déjà, hein. Et puis les envahisseurs, une fois qu'ils ont atteint la côte atlantique, ils sont un petit peu bloqués, hein, donc ils restent là, hein. Donc être français, c'est déjà être issu d'un melting pot assez conséquent, hein, en termes génétiques. Et d'ailleurs, comme un de ces marqueurs-là de la diversité génétique, c'est la couleur des yeux, eh bien, il se trouve que c'est en France, c'est le pays du monde, où on recense le plus grand nombre de couleurs d'yeux différentes. Donc pour autant qu'on puisse connaître l'histoire de France, hein, avec toutes ses invasions, et son histoire coloniale, hein, pour autant que j'en sache, ils sont très français quand même aux Antilles françaises, hein. Enfin, je veux dire que la France est quand même très forte pour imposer son modèle mental au peuple qu'elle va coloniser, hein. C'est pas l'invasion génétique, hein, qui constitue finalement l'identité française. Il y a plein d'autres choses, hein, qui contribuent à constituer une identité nationale. Si jamais il était avéré que une poignée de migrants payés par Soros réussirait à violer suffisamment de Françaises en période de fécondité pour remplacer le génome, influencer le génome national. Et puis si c'est pas par ça, si c'est pas installer tout un tas de communautés, etc., le racisme bien français nous protège pendant très longtemps quand même, hein, de l'infection, hein. Tant il est vrai que tous les discours sur l'intégration insuffisante de l'immigration maghrébine de X générations, c'est toujours pas fait, hein. Et encore, cette population-là est quand même beaucoup mieux intégrée que la population afro-antillaise, hein, quand on regarde bien. Et pourtant, la population afro-antillaise, ça fait quand même plusieurs siècles, hein, que la France là. Mais bon, c'est vrai ils sont un peu plus foncés, hein, je crois quand même que les Maghrébins. Donc relax, hein. Et je vais vous dire, moi, dans les coins où j'habite, hein, où le bon français de base, rural, sa mentalité en rapport sociaux de sexe s'est arrêtée au 19e siècle, je pense que dans ces coins-là, ils auraient besoin d'un petit souffle de fraîcheur et de nouveauté, hein, pour aérer le bocal, hein, parce que ça pue, hein. Ça pue grave l'entre-soi, l'inceste transgénérationnel, hein, et le renfermé. Personnellement, je suis métisse, je pense que déjà si les personnes qui posent dans les commentaires prenaient un peu le temps d'examiner l'ensemble du contenu de ma chaîne qui commence à être relativement dense, hein, quand même, hein. Du peu que j'ai pu remonter en faisant un peu de travail en généalogie, mais bon, j'ai pas non plus vachement poussé. Je pense que je porte de l'ADN de toutes les grandes races là de la planète, hein. Alors j'en ai ni une fierté particulière ni quoi que ce soit, mais je me demande quand même quand je vois ce type de discours si ça me rend pas quand même beaucoup plus intelligente que la plupart des gens. Enfin bon, bref quoi. Les gars, vous en avez pas marre, hein, d'armer des guerres sur des éléments de discours aussi fallacieux que cela? C'est c'est l'obscurantisme total, quoi. Vous en avez pas marre de penser comme ça? Et je pense que les mêmes personnes, hein, je sais pas, je pense, j'en suis certaine, les mêmes personnes n'hésiteraient pas une seule seconde à me traiter de féminazie. Et je vais vous dire, je préfère encore me définir comme féministe plutôt que de relayer leur discours, hein. Les femmes là qui m'écoutent, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en avez pas marre aussi quel est notre choix à nous face à autant de déshérence sur le mental supérieur, hein? Moi, je pense que la meilleure des réponses que peuvent avoir les femmes, c'est le féminisme, hein, radical, et de dire: «Vous savez les gars, ciao, bye bye. Effectivement, tout ça en fait, ça ne nous intéresse pas parce que nous ne vous appartenons pas». Hein, que vous soyez européen ou migrant, qu'importe. Voilà, dans ces conditions, de toute façon, bon, continuer l'histoire de la procréation, est-ce bien nécessaire? Ça, c'est aux femmes, hein, d'en décider, hein, à personne d'autre, hein.
Autre exemple, sur la question des réseaux pédocriminels. Vous croyez vraiment que les élites vont se servir, eux-mêmes, qu'ils se salissent les mains? Comment arrivent-ils à s'approvisionner? Si ce n'est avec l'aide de tout un tas de personnes dans la société civile qui portent en eux le germe démoniaque, appelez-le comme vous voulez, de la pédophilie. Ce n'est pas par hasard que, le peuple est autorisé, maintenant, à y penser et à y réfléchir. Moi, à leur place, si je voulais faire passer l'agenda des droits sexuels et la pédophilie généralisée, je ne ferais pas autrement que de prendre, une frange du féminisme ou d'un pseudo-féminisme fabriqué par les élites pour vous vendre cet agenda. J'irai pas demander à Daniel Cohn-Bendit et à tous les gars qui se sont exprimés, affichés comme pédophiles pendant les décennies précédentes pour porter cet agenda-là dans les années 2010. C'est une stratégie, qu'on pourrait appeler, bouclier bouc émissaire, ou de contre-terrorisme. C'est-à-dire que, on crée, hem, un faux féminisme, hein, qui sera recruté par les élites, de la même manière que la CIA a créé Al-Qaïda, et ISIS, pour lui faire porter tout un tas d'agendas et porter aussi le chapeau du bouc émissaire pour que les peuples privilégiés d'Occident, continuent à mijoter dans leur jus, comme je ne cesse de le montrer, hein, dans mes vidéos, puisque c'est comme ça que fonctionnent la plupart des acteurs, dans les mouvements conspirationnistes et chercheurs de vérité. Oh, ils ont trouvé, le pédosatanisme, les élites, et cetera. Oh, Marlène Schiappa est féministe dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, et du coup, ça les dispense de faire un quelconque travail sur eux-mêmes, sur leur ego, hein, de manière à faire tomber le masque de la forme et d'aller faire un travail d'investigation en profondeur sur qu'est-ce que le féminisme ou les féminismes. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces milieux militants, ces 20 dernières années, hein, et de découvrir, les nombreuses associations féministes qui luttent contre les lois Schiappa, ou de découvrir que ceux qui ont financé la Macronie et son faux féministe financent également, les LGBTP, les transactivistes qui vont, agresser, péter la gueule et silencier, des féministes radicales, aussi bien, dans la 3D physiquement, lorsqu'elles organisent des manifestations, qu'elles écrivent des livres, que l'on brûle, heu, ou que ce soit également donc, par des attaques sur, leur production, linéaire, en ligne. Bon, mais ça, concernant le féminisme, ce phénomène-là, on est dans un jeu de dualité, donc toute aspiration à la liberté va se décliner de toute manière sur ce thème, hein, des 2 polarités. C'est vrai pour le féminisme, c'est vrai aussi pour l'anarchisme. En France, il y a une telle ingénierie sociale, qui a été, produite, pour que, l'ensemble de la masse inconsciente déteste ces 2 mots-là, féminisme et anarchiste, si bien que l'humanité psychique semble totalement incapable de dépasser le piège de la forme et aller faire leurs propres recherches objectivement pour comprendre ces 2 phénomènes sociaux que sont le féminisme et l'anarchisme, y voir toute la diversité qu'il y a, y voir tout ce que les pouvoirs en place ont entrepris pour silencier les franges les plus intéressantes en termes de liberté et de souveraineté individuelle qu'ont pu apporter ces 2 courants de pensée. Ce n'est plus mon problème. Vous savez, hein, pendant l'hystérie rouge aux États-Unis, la police posait des bombes pendant les manifestations pour ensuite en accuser les syndicalistes anarchistes. Les attentats sous faux drapeaux, sous fausse bannière, ça ne date pas du 11 septembre 2001. Hein. Replongez-vous avec les bonnes sources d'information dans l'affaire, par exemple, Sacco Vanzetti dans les années 20 aux États-Unis. 1 ou 2 anarchistes italiens ont été grillés sur la chaise électrique suite à une parodie de procès pour soi-disant avoir tué des convoyeurs de fonds, alors que tous les témoins oculaires ont vu une voiture noire bien lustrée dans les 2 affaires, abandonnée en pleine forêt. Vanzetti avait le don d'ubiquité parce qu'au moment des faits, il était en train de vendre du poisson, il avait sûrement les moyens d'avoir une voiture noire bien lustrée. Donc ces stratégies-là, de contre-terrorisme et autres, pour détourner un maximum l'attention d'un peuple, d'un courant de pensée qui menace l'intérêt
des élites, ça date pas d'hier, quoi, ça date, de l'origine du monde. Si face au chaos dans lequel nous sommes entraînés, la seule réponse de l'humanité, c'est de vite, 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 vite retourner en arrière, eh bien, comment vous dire? Manque total de créativité. Non, moi je pense qu'il faut vite passer la marche, mais accélération rapide, hein, en commençant par, enlever ces lunettes, bicolores là, qui vous fait voir le monde en noir et blanc, hein, et puis il est temps de passer au technicolor, hein, pour, la compréhension de la scène de théâtre. Hein, en fait, vous avez le choix entre, continuer à regarder à l'extérieur, le grand remplacement, hein, qui vient de l'extérieur, ou travailler, au grand remplacement qui vous concerne, hein, en termes, de conscience spirituelle. Hein, si, l'humanité, hein, psychique, voire même, pneumatique, ne veut pas, hein, voir la réalité pour ce qu'elle est concernant le racisme, que l'on a, sur la planète, et le fait qu'il existe effectivement une suprématie de la race blanche, c'est un état de fait. Et je vous signale quand même que tous les archétypes que l'on a, hein, dans les mondes spirituels, il y a quand même pas beaucoup de gens coloris dedans, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin les Pléiadiens, tout ça là, toutes ces propagandes, ils sont quand même bien blancs et bien blonds, hein, tous, hein, et puis, pareil, hein, si on ne veut pas voir, le sexisme, pour ce qu'il est, une création, hein, du premier géniteur, du premier archonte, du démiurge, qui nous fait, tous jouer en fait son complexe d'Oedipe, avec, sa mère, Léon Sophia. Bon, mais si un certain nombre de personnes ne peuvent pas considérer tout cela, sans pour autant rentrer dans leur programme, honte, culpabilité, qui les jette dans les bras, de programmes anxiogènes type, le grand remplacement, ce n'est plus mon problème, hein. J'ai, je pense, suffisamment produit de travail, hein, pour que ceux et celles qui ont envie de comprendre, comprennent, hein, et après basta. Alors qu'est-ce qui se passe, hein, si, les pneumatiques eux-mêmes, commencent à voir les choses de cette manière? Là, je vais vous parler de 2 cas. Donc il y a le cas déjà de toutes ces personnes, que ce soit des correspondants ou des sites internet sur lesquels on peut tomber, hein, qui parlent comme ça des portails organiques, hein, et où on voit bien que, ils sont quand même en train de sombrer dans une grande paranoïa, quoi. Ouais. Ils voient des portails organiques partout, et de ce que je peux en voir, ça ne les aide pas vraiment, ces personnes-là, à réussir quand même à vivre ce qu'ils ont à vivre, dans leur incarnation, hein, c'est-à-dire à rassembler, toutes les clés, de leur propre souveraineté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, ayant donc moi-même été, victime d'armes à énergie dirigée ou psychotroniques, je ne saurais pas trop, dire ce qu'ils ont utilisé, mais le but était de toute manière de mon décès par crise cardiaque. Fin novembre 2017, peut-être que je préparais une vidéo pour raconter, cette histoire. J'ai cherché à entrer en contact avec des personnes, en France, qui ont subi les mêmes choses. Donc il y en a eu 3. Mais je vais vous parler que d'une de ces personnes, c'est, Hubert, Elie. De toute façon, si vous faites des recherches sur Google, vous allez tout de suite tomber sur les échanges mails, que nous avons eus et qu'il a publiés sans même me demander mon avis, et donc sans anonymiser, notamment, les prénoms. Bon, moi au départ, je voulais prendre contact avec lui, bien pour déjà échanger, hein, sur un vécu commun. Et voilà, déjà, peut-être il avait des choses, à m'apporter, et réciproquement, mais ça n'a absolument pas du tout été possible, hein. Il m'ensevelissait littéralement, hein, dans des mails qui étaient des romans. Il recopiait en fait son site que j'avais déjà consulté concernant, la science de l'univers total, hein, et le phénomène d'harcèlement en réseau et de vampirisme énergétique. Mais à partir du moment où je ne voulais pas forcément rentrer, sauter à pieds joints dans sa science d'univers total, il en a conclu que j'étais dans la négation, et que donc forcément, je suis moi aussi un diable et un vampire. Bon, vous irez lire si ça vous intéresse, ce qu'il a écrit, mais on voit bien la toile de paranoïa, heu, qui s'est tissée, dans sa psyché et dans son mental, et du coup l'absence de discernement, qui en découle, de ne même plus être capable de faire la différence entre, une personne qui vient, pour tendre la main ou pour échanger, et enfin ce qu'ils prennent pour, des démons, des diables sous forme humaine.
qui viennent pour encore les persécuter. Tom Montauk, je crois, dans un des panels, parle de ce qui se produit et il arrive à un point où les personnes comme ça qui restent dans cet état-là de victimes, c'est même plus possible de les aider de toute façon, toute personne qui va se présenter, ils vont rentrer dans ce circuit-là mental. Hein, c'est un circuit mental où faisant face à de grandes souffrances, à des choses de cet ordre-là, la personne va se donner en fin de compte un ensemble de critères lui permettant de se protéger et d'identifier si ce qui se présente à elle, on va dire, c'est est-ce que c'est encore des gens, des diables ou pas. Mais en fait, les critères, sont basés uniquement sur son propre vécu, quoi. Donc finalement, toute autre personne qui ne cadre pas exactement avec son vécu ou sa compréhension du pourquoi tu es en train de vivre ça, c'est hop, non, toi t'es un démon, t'es un diable, un agent de désinformation, etc. Bon, moi j'ai laissé tomber, hein, parce que de toute façon c'était ultra vampirisant cette histoire-là. Dans le cas d'Hubert, je fais pas ça pour le dénoncer, hein. J'ai de la tendresse malgré tout pour lui parce que franchement ce qu'il endure avec sa femme, c'est terrible. Mais simplement, ce qui verrouille la prise de conscience chez lui, c'est son système de croyance. Il est accroché à sa Bible, à son Dieu Yahvé, et il pense être le prophète Élie du prochain cycle qui annonce la venue du prochain Messie, du prochain Jésus. Ça, je l'avais pas lu encore son article là-dessus, hein, quand je l'avais contacté, parce que si je l'avais lu, je pense que je l'aurais pas contacté. Il fait clairement le choix, de toute façon il a écrit, d'être un martyr, aux côtés des autres martyrs connus du gang stalking en France. Il est accroché donc à sa science de l'univers total, qui recouvre la découverte que d'autres ont fait que oui, ce cosmos est toroïdal. Oui, c'est vrai, Cédric et moi-même, Cédric qui est un de mes correspondants, on lui a amené d'autres scientifiques qui travaillaient dans le même sens que lui, puisque c'est ce qu'il demandait en fait, de trouver d'autres personnes avec qui développer son truc. Mais enfin, vous irez voir, c'est impossible quoi. Et surtout impossible hein, pour lui de questionner le fait que cet univers-là est une création holographique. Alors pour lui, c'est l'univers créé par son dieu Yahvé. Donc bon, ben là, on boucle. Hein. Je pense que dans ces cas-là, ce qui se passe hein, avec les victimes de gang stalking, hein, qui passent leur temps à se filmer, à filmer à essayer d'avoir ces preuves-là de ce qui se passe, c'est qu'en restant dans ce statut-là de victime, et je le comprends, j'ai vécu cette situation. Eh bien, je pense qu'ils alimentent en partie, hein, au sens propre, les armes avec lesquelles ils sont ciblés. Et je pense pas qu'ils soient prêts à en prendre conscience. Donc vous voyez à quel point c'est dangereux, la vision dualiste, hein, en noir et blanc, ange et démon. Je pense que c'est particulièrement dangereux, effectivement, quand on est une personne ciblée par tout un tas de technologies, d'armes à énergie dirigée, d'armes psychotroniques, etc. Et ainsi de suite. Alors, moi, de mon côté, par rapport au gang stalking, j'ai la paix. Simplement, j'ai fait un autre choix. J'ai choisi de ne pas jouer le triangle du drame. Et surtout, j'ai choisi de ne pas avoir peur de la mort telle qu'elle se présentait, c'est-à-dire à leurs conditions. J'ai choisi, non, que je mourrais à mes conditions, mais pas aux leurs. Et c'est le moment quand même de passer à la conclusion hein, de cette bien longue vidéo. Donc, on est dans une situation où maintenant il faut être capable de discerner le plus rapidement possible, en fait, instantanément, à quoi exactement ou à qui on a affaire. En tous les cas, si on doit aller dans un scénario type apocalyptique, hein, il sera souhaitable de pouvoir le savoir immédiatement. Hein. Donc pour le moment, on a encore un peu de temps pour s'entraîner. Hein. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne désactive pas les commentaires de ma chaîne. C'est pour que l'auditorat puisse justement s'entraîner à voir qui est qui.
Pour ce qui me concerne, avec cette chaîne YouTube, j'ai parfaitement conscience que j'ai un choix à faire entre finalement continuer à faire des vidéos qui s'adressent au psychique et au pneumatique, ou ne me concentrer que sur les pneumatiques. J'ai quand même la sensation que c'est important de parler aussi aux psychiques parce que je pense que les psychiques et les illiques représentent la majorité de l'humanité. Autrement dit, je pense que l'avenir collectif dépend grandement des choix que vont faire les psychiques. Les illiques, ils ont pas le choix. Hein. Les psychiques, eux, ils ont un choix à faire. Ah, les spirituels aussi. Hein. Bon, mais plus la timeline avance, plus c'est facile pour eux quand même de voir clair. Et donc, si on ne fait pas l'effort de véhiculer en tant que pneumatique des messages que certaines psychiques pourront entendre, plutôt que de rester programmés par l'ingénierie sociale de masse, qui perdure, hein, y compris dans les mouvements de vérité, les chaînes à contenu spirituel, conspirationniste, hein, comme je suis là pour le dire en fait, pour le montrer, eh bien c'est quand même très mal barré, hein, la timeline planétaire. Voilà, donc j'ai pas encore répondu à cette question. Mais en tous les cas, on voit très bien hein, ce qui se passe dès que je poste une vidéo dans les commentaires. Hein. Bon là, vous pouvez vous entraîner déjà rien qu'en lisant les commentaires sous les vidéos à voir qui est qui. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ah, une fois n'est pas coutume, il y a un morceau caché sur la vidéo. Hein. Je pouvais pas vous laisser comme ça avec cette citation quand même. Hein. Je voulais vous donner l'interprétation que j'en fais. C'est que quand on est une personne, en tout cas pneumatique spirituelle, en réalité, on a l'habileté de discerner les personnes. Pour ma part, hein, j'ai longtemps confondu beaucoup de psychiques avec des gens comme moi, pneumatiques spirituels. Hein. Je ne commence à rencontrer des pneumatiques que grâce à cette chaîne YouTube. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est que la part la plus élevée de nous, en tant que pneumatique, on le sait. Donc si on accepte, malgré tout, de fonder un couple ou de s'engager dans une histoire avec une personne dont on sent bien hein, qu'il y a plein de choses qui nous déplaisent, qui vont pas, que ceci, que cela, et qu'ensuite après ça se passe mal, eh bien c'est à nous-mêmes qu'il faut s'en prendre. Et très souvent, ce qui se produit d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de lui, c'est des gens sont en colère. En réalité, ils sont en colère contre eux-mêmes parce que, en tout cas, je parle principalement pour les femmes, en général, on le savait très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait chez l'autre. Mais on a silencié cette voix parce qu'on a voulu croire, hein, n'est-ce pas, à cette idée du couple, à ce bonheur à deux, alors que une toute petite partie de nous qui en fait est la plus essentielle, savait très bien que non, ça ne pourrait pas coller dans la durée. Hein. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que personnellement j'interprète cette citation de l'évangile de Philippe, hein, que toute union entre deux personnes qui ne se ressemblent pas est un adultère, dans le sens où on trahit finalement sa propre étincelle divine en ne les comptant pas. Si on contracte une union en tant que pneumatique avec un ou une illique, voire un ou une psychique qui est tout à fait satisfait ou satisfaite de sa condition. Voilà, cette fois c'est la bonne. Ciao, à la prochaine vidéo.